Bienvenue à tous. Que vous soyez déjà abonné ou que vous découvriez cette nouvelle chaîne. Après la suppression de l'ancienne, je vous remercie d'être là. Faites comme Papa Patrick Bolima à Kisangani. Paulo Ngonga Wilo Luanda, votre présence est précieuse dans cette nouvelle aventure. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et surtout partagez cette vidéo pour que la vérité circule et que notre communauté se reconstruise plus forte que jamais. Sujet du jour. Aujourd'hui, on aborde un dossier explosif qui mêle diplomatie, guerre, manipulation régionale et résistance populaire. D'un côté, les sanctions américaines contre l'exploitation des ressources à Roubaïa marquent un tournant. Washington veut responsabiliser les acteurs économiques et soutenir les Congolais. King combat le sage. De l'autre, les rebelles du RDF AFC M23, manipulés par Paul Kagame, avouent leur instrumentalisation et dénoncent les alliances troubles entre le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Sur le terrain, les FARDC et les résistants Wazalendo, infligeant des défaites cuisantes aux forces rwandaises, notamment à Kaliki, où plus de 67 rebelles ont été neutralisés. Maroy Paulin à Bukavu, ce n'est pas tout. À Doha, des négociations secrètes sont en cours. Un projet d'accord proposé par le Qatar pourrait remettre en cause la souveraineté du Congo, rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones occupées, création d'une force mixte avec 50% de membres du M23, donc rwandais, organisation d'élections locales dans les deux Kivu dès 2027. Jacques Nkongolo à Kasumbalesa. Est-ce une solution ou une capitulation déguisée? Le gouvernement congolais acceptera-t-il ce compromis? Et surtout, que signifie vraiment ce projet pour la paix, la sécurité et l'avenir du Congo? Restez connectés, car dans cette vidéo, on décrypte tout ça avec clarté, stratégie et engagement. C'est plus qu'un simple résumé, c'est un appel à la vigilance et à la mobilisation. Sanctions imposées par le Trésor américain concernant l'exploitation des Rwandais à Roubaïa. L'ambassadrice américaine dit « Nous souhaitons rendre responsables tous les acteurs du secteur et établir des entreprises légitimes dont les activités bénéficieront aux Congolais. » Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC, qui sème le vent récolte la tempête. Cette déclaration marque un tournant diplomatique. En ciblant les réseaux d'exploitation, les États-Unis reconnaissent enfin que l'impunité alimente le chaos. Responsabiliser les acteurs économiques, c'est couper les racines du conflit. Mais la légitimité ne se décrète pas. Elle se construit avec transparence et justice. Les rebelles du RDF AFC M23, capturés par les Wazalendo, avouent leurs erreurs. Ils présentent des excuses aux combattants Wazalendo. Mieux vaut tard que jamais. Ces excuses, bien que tardives, révèlent une fissure dans le récit imposé par leurs commanditaires. Reconnaître ces torts est le premier, pas vers la vérité. Mais cela ne suffit pas à réparer les dégâts causés. Ils affirment qu'ils n'agissent pas de leur propre chef, mais que Paul Kagame les entraîne dans la confusion. Ils sont envoyés au Congo pour périr dans des intérêts qu'ils ne comprennent pas vraiment. Ces aveux soulignent l'instrumentalisation cynique de la jeunesse Tutsi. Manipulés par des élites, ces jeunes deviennent des pions sacrifiés sur l'échiquier géopolitique. L'aveuglement imposé par la hiérarchie militaire les prive de toute. Écoutons un peu ce que ces capturés ont déclaré. Kiongozi Makanaki Kasimbira John, General Police. Deja tuko hapa na huyu kijana ni mtusi kabisa Mnyarwanda kutoka Rwanda. Yani palikuwa operasyon kwa Jukumo Plateau na wa viongozi walikuwa wanasimamia operasyon. Unaitwa nani? General Egle. Kwenda namaliza kila kitu. Unaitwa nani kijana? Umaombo, pesa Umaombo. Okay, merci. Yani ndio balimkamata kwenye operasyon na hivi hapa tunakuwa kwenye eta major hapa na hivi kijana hiko hapa vraiment abiko vya kusema jua ni sentiment tu, hapana, ni kijana alikamatiwa mu operasyon huko juu fasi wanaita Muhuzi fasi wanaita Muhuzi pale Kizuka pale ndio kwenye alikamatiwa kabisa mateka hivi na mikono. Kama kijana wakuwahi kumuua pale wala kumpiga risasi, walisema bapie bahakikishe na raia yote ione na serikali yetu ya Kongo ione, na ndio maana tunamfikisha hapa, wanamfikisha hapa tayari tunakuwa naye, na kwa muda saa hizi tayari tunakwenda tunaenda ku eta major ya region yetu ya FRDC, tunaenda kwenye komanda sekteri yako hadi kwa komanda region kwenda muripoti pale. Okay, vingine vyote tunasema asante na kuraje sana na vijana wote na wazalendo wote na Mungu awabariki na kazi sana, asante. Les Tutsis ont élaboré des stratégies malveillantes à l'encontre du Congo en s'associant avec William Ruto et Museveni, en suivant les plans établis par Paul Kagame pour éliminer un maximum de Bantous.
dans l'espoir de s'approprier les terres qu'ils désirent tant. L'appétit vient en mangeant. Cette stratégie expansionniste, fondée sur la violence et l'ethnocide, révèle une soif de territoire qui dépasse toute logique politique. L'alliance triangulaire entre Kagame, Ruto et Museveni semble guidée par une obsession territoriale, au mépris des vies humaines. Les personnes capturées déclarent « Nous ne recevons pas assez à manger » et il n'y a pas d'argent comme cela avait été promis avant qu'ils ne nous forcent à entrer au Congo. Promettre c'est bien, tenir c'est mieux. Le contraste entre les promesses et la réalité, vécu par ces jeunes soldats, démontre l'ampleur de la tromperie. Recrutés sous de faux prétextes, ils découvrent trop tard que leur vie ne vaut rien aux yeux de leur chef. Je ne comprends pas pourquoi nous, jeunes Tutsis, que ce soit du Rwanda, de l'Ouganda ou du Kenya, devons subir cela. Cette phrase traduit l'incompréhension d'une jeunesse sacrifiée. Les conflits entre puissants laissent derrière eux des générations traumatisées, utilisées comme chair à canon dans des guerres qui ne les concernent pas. Nous avons réalisé que les principaux bénéficiaires de toute cette situation sont 3 personnes. William Ruto, Museveni et Paul Kagame. Suivez l'argent, vous trouverez le coupable. Cette prise de conscience est cruciale. Elle expose les véritables architectes du chaos, ceux qui tirent profit du sang versé. Le conflit devient un marché, et les jeunes enrôlés en sont les marchandises. De nombreux jeunes sont actuellement enrôlés au Kenya et en Ouganda, tandis que le Rwanda ne fournit plus de jeunes, car il n'en reste presque plus. Quand le puits est sec, on apprend la valeur de l'eau. Le Rwanda, ayant épuisé sa jeunesse, délègue désormais la mobilisation à ses alliés. Cela montre l'ampleur du désespoir et la déshumanisation systémique dans cette guerre par procuration. C'est principalement au Kenya et dans une moindre mesure en Ouganda que nous avons été mobilisés. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Cette mobilisation transfrontalière illustre une coalition opportuniste. Les alliances ne sont pas fondées sur des valeurs, mais sur des intérêts, stratégiques, souvent au détriment des peuples. Cependant, depuis le début de tous ces plans, rien ne se matérialise, car les jeunes résistants Wazalendo parviennent à contrecarrer toutes les manœuvres militaires prévues pour mettre en œuvre ces stratégies. À cœur vaillant, rien d'impossible. La résistance Wazalendo incarne une force populaire enracinée dans la conviction. Leur capacité à déjouer les plans militaires témoigne d'une résilience qui dépasse la simple tactique. C'est une lutte pour la dignité. D'après les témoignages des capturés, les résistants Wazalendo montrent une détermination supérieure à la leur. Ils affirment que les Wazalendo se battent par amour et engagement, ce qui complique souvent leur mission. L'amour du pays est plus fort que la peur de la mort. Ce contraste entre les motivations révèle la puissance du patriotisme. Là où les uns obéissent par contrainte, les autres combattent par conviction. Et cette différence fait toute la force du mouvement Wazalendo. D'autres éléments Tutsis rwandais, du RDF M23 FC, qui ont été capturés à Muhuzi, dans la région de Kibuka, dans les hauts plateaux du sud Kivu, se sont lamentés devant le général Makanaki, qui leur a finalement offert de la nourriture, avant de les transférer à Kinshasa, pour obtenir de nouvelles informations. Même l'ennemi mérite un peu d'humanité. Le geste du général Makanaki rappelle que la guerre ne doit pas effacer la compassion. Offrir de la nourriture à des captifs, c'est affirmer une supériorité morale face à ceux qui ne respectent ni vie ni dignité. Les attaques contre les positions rwandaises se poursuivent à Kaliki, dans le territoire de Walikale. Les courageux combattants, Wazalendo et les FARDC, ont réussi à repousser une offensive des rebelles rwandaises dans la localité de Kaliki, dans le territoire de Walikale. L'union fait la force. La coordination entre les FARDC et les Wazalendo montre que la résistance devient plus structurée. Ensemble, ils repoussent les assauts et défendent le territoire avec efficacité. Les troupes rwandaises, qui avaient tenté d'avancer pour prendre de nouveaux territoires dans la région, ont échoué. Qui veut trop gagner finit par tout perdre. L'échec des troupes rwandaises prouve que leur stratégie d'expansion est en train de s'effondrer. La résistance locale devient un mur infranchissable. Leur stratégie d'occupation ne fonctionne plus, car elles subissent de lourdes ripostes dans leurs tentatives. Chaque fois qu'elles essaient d'ouvrir un nouveau front, elles subissent des pertes colossales. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. L'acharnement militaire se heurte à une riposte populaire. Les pertes subies démontrent que l'occupation n'est plus viable, ni sur le plan militaire, ni sur le plan moral. Lors de cette offensive, la FARDC a déployé une artillerie lourde, une force militaire qui a efficacement neutralisé les Rwandais, les forçant ainsi à battre en retraite. À guerre ouverte, réponse ferme. L'usage de l'artillerie lourde par la FARDC marque une montée en puissance tactique. Face à une menace persistante, la riposte devient proportionnelle.
Ce déploiement montre que l'armée congolaise refuse désormais de jouer en défense passive. En parallèle, les Rwandais de l'AFC M23 ont accusé la FARDC d'utiliser des armes lourdes contre des civils non armés. Le voleur crie au voleur. Cette accusation, classique dans les stratégies de diversion, vise à inverser les rôles. Ceux qui ont semé la terreur cherchent à se faire passer pour victimes. Mais les faits sur le terrain parlent d'eux-mêmes. La FARDC cible les positions rebelles, pas les populations. À chaque fois que les Rwandais tentent de s'infiltrer, ils n'arrivent pas à avancer et reçoivent souvent une riposte proportionnée à leur audace. Qui cherche trouve. Parfois la défaite. L'échec répété des infiltrations démontre que la vigilance congolaise s'est renforcée. Les rebelles ne font plus face à une armée dispersée, mais à une résistance structurée, prête à défendre chaque mètre de territoire. Dans cette altercation à Kaliki, plus de 67 Rwandais ont été neutralisés, tandis que d'autres ont subi des blessures graves et 5 ont été capturés. Le prix de l'arrogance est souvent payé en silence. Ces chiffres traduisent l'ampleur du revers subi par les forces rwandaises. La neutralisation massive montre que leur stratégie d'intimidation ne fonctionne plus. Le terrain parle, et il parle congolais. Les résultats des prochains affrontements seront toujours communiqués via votre chaîne. L'information est une arme. En gardant le public informé, la chaîne devient un outil de mobilisation et de transparence. C'est aussi une manière de contrer la propagande, ennemie par des faits vérifiables. Abordons maintenant la situation à Doha, où des pourparlers se déroulent dans une certaine discrétion. Ce qui se murmure finit par éclater. La discrétion des négociations à Doha n'est pas anodine. Elle révèle la sensibilité du dossier et les enjeux géopolitiques qui s'y jouent. Le silence diplomatique cache souvent des compromis risqués. D'après des informations provenant de sources proches du dossier, un projet d'accord proposé par le Qatar serait déjà à l'étude. Quand le médiateur a des intérêts, la paix devient un marché. Le rôle du Qatar, bien qu'officiellement neutre, soulève des interrogations. Ce projet d'accord pourrait servir des intérêts extérieurs plus que ceux du peuple congolais. La vigilance est de mise. La délégation congolaise a réussi à prendre possession des documents des demandes des terroristes rwandaises de la FCM23 et elle est actuellement en train d'examiner la situation avec les autorités de Kinshasa pour évaluer la gravité de la situation. Mieux vaut connaître l'ennemi que l'ignorer. L'accès aux documents permet une analyse stratégique. C'est une opportunité pour Kinshasa de comprendre les intentions réelles des rebelles et de préparer une réponse cohérente sans précipitation. Ce projet inclut Yesnum, le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones en conflit. Reprendre ce qui est à soi n'est pas une faveur, c'est un droit. Ce point semble positif en apparence, mais il dépend de la manière dont l'autorité sera rétablie. Si elle est partagée avec des rebelles, elle devient une illusion de souveraineté. B. La mise en place d'une force spéciale mixte, composée à 50% de membres de l'AFCM23. On ne mélange pas l'eau claire avec l'eau trouble. Intégrer des rebelles dans une force officielle revient à légitimer leur présence. Cela crée une armée hybride, instable et potentiellement infiltrée. Le risque est de transformer la sécurité en menace institutionnalisée. Il est question ici de la sécurité des deux Kivu, comme cela avait été le cas lorsque le CNDP avait demandé au gouvernement congolais de Joseph Kabila de déployer les officiers du CNDP uniquement dans cette région, sans extension ailleurs. L'histoire se répète, mais rarement pour le bien. Ce parallèle avec le CNDP rappelle les erreurs du passé. La régionalisation des forces rebelles n'a jamais apporté la paix durable. Elle a plutôt renforcé les foyers d'instabilité. Ainsi, il est question de la mise en place d'une unité spéciale, dont 50% des membres proviendront de la FCM23. Quand on invite le loup dans la bergerie, il ne garde pas les moutons. Cette proposition est une menace directe à la souveraineté nationale. Elle officialise l'infiltration militaire et ouvre la porte à une partition sécuritaire du territoire. Il sera intéressant de voir quelle réponse apportera le gouvernement congolais à cette proposition, qui remettrait en cause la souveraineté du Congo, entraînant ainsi une situation de stagnation. Celui qui hésite entre paix et dignité perd les deux. Le dilemme est clair. Céder pour calmer le feu ou résister pour préserver l'intégrité. La stagnation serait le pire scénario, car elle prolongerait l'insécurité sans résoudre les causes profondes. Par ailleurs, il est prévu d'organiser des élections locales et provinciales dans les deux, Kivu à partir de 2027. On ne bâtit pas la démocratie sur des ruines. Des élections dans un contexte militarisé risquent de produire des autorités sous influence. Le contrôle des mines devient alors un enjeu électoral, et non une question de gouvernance. Cependant, même si le gouvernement congolais accepte cette pression,
Il reste à savoir si les manœuvres des alliés des Tutsis de Paul Kagame seront réalisables une fois que les Américains auront pris pied dans ces zones. Quand deux éléphants se battent, c'est la terre qui souffre. L'arrivée des Américains pourrait redistribuer les cartes, mais elle ne garantit pas la paix. Les intérêts étrangers ne coïncident pas toujours avec ceux du peuple congolais. Ce projet controversé suscite déjà de nombreuses questions. Poser les bonnes questions, c'est déjà résister. Ces interrogations sont légitimes et doivent être au cœur du débat national. La collaboration avec des rebelles, la place des FARDC et le retour aux pratiques de brassage sont autant de signaux d'alerte. Tous les regards se tournent désormais vers Kinshasa et les acteurs politiques congolais. Le silence des dirigeants est parfois plus dangereux que les armes. Kinshasa est à la croisée des chemins. Accepter ce compromis reviendrait à céder une partie de l'âme du pays. Refuser, c'est affirmer une volonté de souveraineté, même au prix d'un conflit prolongé. Bien que le projet soit encore à ses débuts, il met en lumière l'implication croissante du Qatar en tant que médiateur dans la crise congolaise. Merci, chers abonnés, de votre fidélité et à la prochaine.